Plus des 99 ingénieurs ont abandonné. Une femme de ménage, autrefois ingénieure, a réparé la machine en 1 minute. Restez, ce que vous allez entendre va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir, la trahison et le courage quotidien. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Si vous êtes à Lyon, tapez Lyon, on lit tous les commentaires. Dans le cœur industriel de Lyon, derrière une façade de verre et d'acier, se trouve un centre de recherche réputé. Les couloirs, immaculés, résonnent des pas pressés des ingénieurs en costume, des réunions feutrées et des cafés emportés. On parle de contrats publics, de prototypes et d'ambitions européennes. Au dernier étage, un laboratoire abrite un projet titanesque, un accumulateur d'énergie à haute densité, promis à stabiliser le réseau national. 100 ingénieurs s'activent, tableau blanc couvert d'équations, écran qui scintille, machines aux câbles serrés comme des artères. Dans l'ombre de ce balai technique, Anna passe discrètement avec son chariot. Autrefois ingénieure en contrôle-commande, elle a renoncé à la recherche après des coupes budgétaires, des refus de financement et des dettes familiales qui l'ont forcée à accepter un travail humble pour survivre. Son badge ne donne accès qu'au couloir. Personne ne sait qu'elle a déjà signé des articles scientifiques, ni qu'elle parle le langage des capteurs et des boucles de rétroaction. Sa vie est un équilibre précaire. Soins pour sa mère, factures à payer, un enfant dont elle cache la fierté et la fatigue. Elle nettoie les traces du progrès tandis que le progrès l'oublie. Dans son regard se mêlent la patience, la colère rentrée et une connaissance technique intacte, prête à surgir si un jour le destin lui en donne l'occasion. La ville autour bruise de tramways, marchés et solidarité fragile. La panne frappe comme un couperet au milieu de la démonstration. La salle de contrôle, d'ordinaire réglée comme une horloge, se transforme en ruche affolée. Écran SCADA saturé de rouge, courbes de courant qui partent en spirale, voyants de température clignotants, et un bourdonnement aigu que personne ne sait interpréter. Les ingénieurs en cravate collent leur visage aux consoles, la télécommande du banc affiche des alarmes cryptiques, LOS-BA5, ADC-BA-Overange, faux-BA-Loop pendant que les serveurs loguent des paquets erratiques. Sur la maquette, les modules de puissance chauffent anormalement, les capteurs renvoient des valeurs incohérentes, la boucle de régulation du convertisseur tremble, et le watchdog firmware censé isoler l'anomalie reste muet, comme figé par un état indéterminé. Techniquement, c'est un cocktail toxique. Une dérive progressive d'un capteur angulaire provoque un offset de référence, amplifié par un filtre mal dimensionné. Des perturbations EMI injectent du bruit dans la chaîne d'acquisition, et une mise à jour récente du FPGA a introduit une séquence chrono qui, en conditions limites, suspend la remise à zéro du contrôleur. Les équipes tentent les gestes classiques, dump mémoire, redémarrage du contrôleur, reflash du firmware, isolation de modules, mais chaque tentative révèle de nouveaux artefacts, log tronqués, timestamp incohérents, et surtout un profil thermique qui menace d'atteindre le seuil critique. Les investisseurs retiennent leur souffle. Dehors, la ville attend. L'horloge tourne et l'ombre d'une explosion technique plane sur le bâtiment. Anna recule d'un pas, serrant entre ses doigts la poigne de son chariot. La scène qui se joue devant elle réveille des souvenirs qu'elle croyait enfouis. Les amphithéâtres bondés, les becs binçants, la thèse soutenue sous les néons, les articles signés à son nom. Autrefois, ces modèles prédisaient des instabilités avec une précision chirurgicale. Son doctorat en automatique et ses papiers sur la stabilité des convertisseurs avaient fait le tour des colloques européens. Puis sont venues les coupes budgétaires, les appels à projets refusés, les partenaires qui glissent des conditions impossibles. Sa recherche s'est effilochée comme un câble usé. À la maison, la facture du radiologue, le loyer à payer, la voix inquiète de sa mère au téléphone. Tout cela l'a poussé à accepter l'anecdotique contrat de ménage dans ce même centre qu'il avait autrefois applaudi. Dans le regard des ingénieurs du laboratoire, Anna lit maintenant un mépris transparent. Elle est la femme qui passe l'aspirateur, pas celle qui conçoit les algorithmes. Cette double vie l'apaise, fierté et honte mêlées. Quand on l'appelle à l'information, elle hésite. Intervenir signifierait sortir de l'ombre et affronter des collègues qui l'ont oubliée, voire trahi. Pourquoi moi ? Murmure-t-elle intérieurement. Elle redoute d'être perçue comme une usurpatrice, d'être ridiculisée ou rejetée de nouveau. Pourtant, sous cette hésitation se cache une colère chaude, la colère d'une scientifique réduite au silence par des logiques financières et un entre-soi qui favorise l'apparence sur la compétence. Alors qu'un ingénieur crie des ordres, Anna baisse les yeux vers la plaque d'identification de son ancien laboratoire, un rappel muet de ce qu'elle fut. Le dilemme la ronge, rester invisible et survivre, ou franchir la ligne et réclamer, ne serait-ce qu'un instant, la place qui lui revient. Marc l'attendait, adossé à une armoire technique, la barbe poivre et sel, les mains tachées d'huile et d'une fatigue que seule la trahison s'est laissée. Ancien responsable électronique du projet, il avait été évincé après avoir dénoncé des pratiques douteuses.
Depuis, il errait dans les marges du laboratoire, gardien des secrets que les autres préféraient oublier. Quand Anna passe près de lui, il la regarde avec une douceur surprenante, puis l'appelle sans bruit vers un coin sombre, loin des caméras et des chuchotements. « Je sais qui tu étais, » dit-il simplement. « Et je sais ce que tu vois. » Il sort une clé USB, un carnet froissé, et surtout un petit badge d'accès secondaire pour la salle des convertisseurs, imprimé sous un nom fictif, une passe risquée, mais nécessaire. Ses yeux brillent d'une colère contenue. Il a observé les mêmes anomalies depuis des semaines, ramassant des fragments de logs que ses anciens supérieurs ont effacés. Il lui montre, projeté sur un écran obsolète, une série d'anomalies temporelles, dérives de mesures corrélées à des rafales émises, timestamps sautant après certaines mises à jour. Pas d'explication définitive, mais des indices. Ils ont puni la curiosité, murmure Mark. Mais la curiosité nous a appris à écouter les machines. Écoute-les, Anna. Parfois elle parle plus vrai que les rapports. Il lui rend hommage en lui restituant sa dignité technique, pas en public, mais avec des faits. Il lui explique, sans didactisme, comment repérer une dérive récurrente sur une courbe de référence, où le bruit s'additionne aux offsets, et pourquoi un microconnecteur corrodé peut tromper toute une chaîne de régulation. Avant qu'elle ne reparte, il ajoute « Ne laisse pas leur mémoire effacer la tienne. Si tu veux entrer, je t'ouvre la porte. Mais prépare-toi. Ils préféreront te voir tomber que t'entendre dire la vérité. » Sa main se pose, un instant, sur l'épaule d'Anna, un geste aussi simple que décisif. Elle accepte le badge. Anna pousse la porte du local technique. L'air y est chaud, saturé d'un bourdonnement électrique. Les écrans projettent des sommets rouges qui grésillent comme un orage numérique. Autour d'elle, les visages pâles des ingénieurs cherchent des réponses dans des lignes de code. Elle n'hésite pas. Ses doigts, autrefois entraînés à décoder des logs au ralenti, parcourent l'interface tactile, timestamps sautés, canaux ADC qui dérivent par paliers, pics de bruit corrélés à de faibles impulsions émises. Elle ferme les yeux une seconde pour écouter, pas le bruit des hommes, mais celui des modules, un souffle irrégulier, une respiration mécanique qui trahit une référence instable. Sans posture théâtrale, elle descend vers la baie de convertisseur. Là, caché derrière un blindage, un petit connecteur présente une trace verdâtre. Un fil de terre mal assis effiloche la référence de tension. Pas besoin d'algorithme complexe, l'anomalie est physique, minuscule, mais amplifiée par l'architecture du système. Elle nettoie d'un geste sur la surface du contact avec un chiffon imprégné, replace un filtre émis mal calé, et réinsère le connecteur jusqu'au cran, gestes anciens, précis, presque chirurgicaux. Simultanément, elle déclenche une lecture fine des encodeurs optiques pour rétablir la synchronisation. La salle retient son souffle. Les courbes rouges décélèrent, les alarmes se muent en chuchotement, le watchdog retrouve son cycle. En moins d'une minute, la fréquence se stabilise, la température descend, les voyants reprennent leur verre rassurant. Un silence stupéfait, puis des murmures. Comment a-t-elle su? Anna relève la tête, le visage humide de sueur et de honte ancienne transformé en force calme. Elle n'a pas cherché l'applaudissement, juste à empêcher la catastrophe que son savoir pouvait encore conjurer. La victoire est brève, applaudissements étouffés, quelques caméras qui cherchent un visage pour la une, puis les ombres reprennent leurs droits. Ceux qui furent publiquement dépassés se replient, et la jalousie devient stratégie. Laurent, chef d'équipe charismatique au sourire de façade, orchestre la riposte. Il commande un rapport officiel où l'intervention d'Anna est qualifiée des « actions non autorisées » et réduit son geste à de la chance. Des logs aperçus par hasard sont réécrits, des timestamps sont compactés, des entrées gênantes remplacées. Un technicien distrait jure avoir perdu la sauvegarde principale. La direction, pressée par les investisseurs, accepte un communiqué qui reprend la version édulcorée. Ils veulent rassurer, pas enquêter. Pire, certains proposent d'utiliser Anna comme caution médiatique, photo posée, sourire convenu, puis de l'écarter une fois l'orage passé. D'autres cherchent à l'intimider. Son badge est désactivé, des emails anonymes glissent sous sa porte. On lui rappelle, par sous-entendu, qu'elle n'est qu'une femme de ménage. Mark fouille les restes du journal d'essai et découvre des altérations subtiles, entrées effacées à des heures précises où des paiements ont été initiés vers un fournisseur externe au nom douteux. Sophia, petite nouvelle du contrôle qualité, est la seule à croire Anna sans réserve. Elle lui tend des copies dissimulées de backups locaux. La trahison prend un visage administratif et froid. Celle qui a restauré la machine se voit transformée en problème à neutraliser. Anna comprend que la bataille ne sera plus technique seulement, il faudra prouver que quelqu'un a voulu cette panne, et pourquoi. Elle n'est plus seule, Mark et Sophia forment une cellule muette, prête à exhumer la vérité, coûte que coûte.
Anna, Marc et Sophia deviennent une petite cellule d'ombre. Ils travaillent la nuit, lorsque les couloirs se vident et que les caméras baissent leur vigilance. Marc remet en marche un vieux poste au réseau, un terminal poussiéreux qui, pour Anna, a la même odeur que les labos d'autrefois. Il commence par ce qui ne ment jamais, les fichiers. Les dumps mémoire, les images de firmware et les journaux d'essai. Rapidement, Anna repère des incohérences fines mais mortelles, des signatures cryptographiques manquantes sur des builds récents, des checksums qui ne correspondent pas aux archives publiques, des commit time estampés à des heures où personne travaillait sur le projet. Quelqu'un a injecté du code, quelqu'un a modifié la séquence de mise à jour pour court-circuiter les routines de sécurité. Parallèlement, Sophia fouille les factures et découvre des transferts bancaires vers une petite société écran enregistrée dans une juridiction européenne à la réputation opacifiée. Les dates correspondent aux puces firmware suspectées. Anna trace des corrélations entre les rafales d'émis et les créneaux de déploiement. La panne n'était pas accidentelle, mais programmée pour apparaître précisément après certaines mises à jour. Leur avancée ne passe pas inaperçue. Des messages anonymes menacent Anna, son casier est fouillé. La direction verrouille des serveurs et supprime l'accès à des backups en réseau. Marc, prudent, avait fait des copies hors ligne la veille, clés chiffrées dissimulées dans des endroits prosaïques, le compartiment d'un chariot de nettoyage, un livre de la salle de repos. Ils ne peuvent pas encore exposer la fraude, il leur faut une preuve incontestable, un enregistrement signé qui relie un ordonnateur au transfert et au commis. Anna reprend contact avec un ancien collègue universitaire, expert en signature de firmware, qui accepte, à titre personnel, d'analyser un extrait. Entre la peur et la rage, Anna sent renaître la scientifique qu'elle était, méthodique, lucide, prête à transformer des soupçons en dossier. La partie suivante sera la plus dangereuse, récupérer l'archive maîtresse et l'exposer au grand jour. Et la scène se passe sous les néons froids d'une salle de réunion transformée en arène. Actionnaires, caméras, journalistes, les visages tendus des dirigeants. La direction a convoqué une assemblée pour clore l'affaire et enterrer les soupçons. Anna se tient au bord de la salle, badge coupé, regard fixe. À l'autre bout, Laurent sourit déjà, il a préparé le scénario. Accuser Anna d'intrusion et de sabotage, faire d'elle le bouc émissaire, et tourner la page. Mais Marc et Sophia ont joué serré. Dans un silence pesant, Sophia lance une clé USB sur l'écran principal. Des fichiers s'ouvrent, commis firmware avec signature falsifiée, checksums qui ne correspondent pas, et comme un coup de poignard, un relevé bancaire montrant des virements ciblés vers une société écran le jour précis où un push compromettant a été publié. Les timestamps coïncidents. Sur l'enregistrement audio suivant, une voix connue, celle de la directrice de projet, demande à un intermédiaire de « garantir la disparition » d'un lot d'essai. Le bruit des chaises qui raclent brise la salle. Laurent tente l'escalade, il ordonne la sécurité, crie au piratage, prétend que les fichiers sont des fabrications. Les caméras continuent de filmer. Anna, tremblante mais droite, expose la chronologie technique, la dérive des capteurs, les rafales émis programmées, la séquence de mise à jour qui neutralisait le watchdog. Elle explique sans arrogance, avec la précision des années d'études. Un investisseur, incrédule, exige des explications. Le visage de la directrice se décompose. La tension atteint un paroxysme quand l'un des ingénieurs, témoin oculaire des transferts, se lève. Sa loyauté vacille, il avoue avoir réécrit un log sous pression des dirigeants. Son aveu fait basculer le rapport de force. Bientôt, des auditeurs externes alertés par un journaliste que Marc avait contacté entrent dans la salle. Les procédures d'enquête commencent sur place. Ceux qui rêvaient de museler la vérité voient se refermer autour d'eux un filet construit de preuves. Dans cet instant lourd où la trahison est mise à nu, Anna n'exulte pas. Son regard erre vers la fenêtre où la ville reprend son cours. Elle a gagné la bataille juridique et morale, mais la guerre contre l'impunité commence seulement. Et la récompense n'est pas un trophée instantané mais une cascade de conséquences concrètes. L'arrivée des auditeurs externes et des enquêteurs judiciaires entraîne des perquisitions, des saisies de serveurs et la mise en examen de plusieurs cadres complices. Les actionnaires exigent des comptes, la presse s'empare de l'affaire et la ville murmure son nom. Les preuves, commis falsifiés, virements, échanges internes sont désormais scellées par des huissiers. La trahison n'est plus une rumeur mais un dossier. Pour Anna, la victoire prend plusieurs formes. D'abord la reconnaissance scientifique, un consortium indépendant publie un rapport technique qui cite explicitement son diagnostic et ses mesures correctives. Ses analyses apparaissent sous son nom, enfin réhabilitées. Ensuite la réparation matérielle, la direction, contrainte par la pression publique, accepte de constituer un fonds de soutien pour chercheurs précaires et de financer le traitement médical de familles affectées par les coupes budgétaires, une exigence qu'Anna pose avant d'accepter toute médiatisation.
Des offres affluent, postes, conférences, propositions de collaboration, mais elle choisit avec prudence. Elle refuse l'ostentation. Son premier geste est d'ouvrir une bourse locale pour jeunes ingénieurs issus de milieux modestes et d'initier des ateliers gratuits dans son quartier. Une petite cérémonie, sobre, la voit recevoir une distinction honorifique. Elle la dédie aux « invisibles » qui maintiennent nos institutions debout. La structure interne du centre change, gouvernance renforcée, audit périodique, protocole de signature et de transparence obligatoire pour tout déploiement firmware. Certains ingénieurs qui l'avaient ignoré viennent l'écouter en classe ouverte, d'autres, humiliés, partent. Anna revient parfois au vestiaire, passe son chariot dans les mêmes couloirs, non plus par nécessité mais par choix. Elle enseigne le soir, corrige des thèses et veille sur une promotion de jeunes chercheurs, un retour discret mais fertile. Sa réparation d'une minute a sauvé une installation. Sa persévérance a réinscrit l'éthique et la dignité au cœur du progrès. Le retour d'Anna n'est pas un triomphe ostentatoire mais une sédimentation douce. Ce qui était brisé se reconstruit autrement. Les réformes engagées après le scandale deviennent tangibles, charte de transparence, audit obligatoire pour tout déploiement critique, ligne de financement dédiée aux chercheurs précaires, mais surtout, elle porte une nouvelle culture de responsabilité partagée. Anna ne réclame pas la première place, elle veut que d'autres ne tombent plus par faute de moyens ou d'arrogance. Elle transforme son savoir en actes. Le soir, elle donne des cours gratuits dans une salle municipale. Contrôle-commande pour débutants, pratique d'éthique dans la R&D, lecture critique de logs. Elle crée un réseau d'entraide qui met en relation jeunes diplômés, familles en difficulté et laboratoires locaux. Une bourse permet désormais à des doctorants modestes de poursuivre des thèses sans craindre la misère. Les ateliers attirent des profils variés, anciens techniciens, mères célibataires, réfugiés qualifiés et font germer des projets concrets, incarnant une Europe plus solidaire. Parfois, elle passe encore avec son chariot dans les couloirs du centre. Les regards ont changé, certains la saluent avec respect, d'autres restent gênés. Elle accepte une proposition de poste consultatif, mais refuse les feux médiatiques. Sa voix, tranquille, préfère façonner durablement les institutions. À Lyon, on raconte qu'une minute a suffi pour empêcher la catastrophe. La vérité, plus lente, exige d'autres minutes, des gestes, des lois, des solidarités quotidiennes. Anna a rendu la technique plus sûre et la société un peu plus humaine. Tel est l'élixir qu'elle rapporte au monde.